C'est bon, c'est lancé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce matin. Comme d'habitude, on va attendre quelques instants que tout le monde finisse de se connecter. Alors pour ceux qui sont habitués de nos webinaires, vous savez qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qu'on va traiter lors d'une prochaine formation. Et donc, comme à notre habitude, on a mis en place un jeu concours pour vous faire gagner à toutes et à tous une formation gratuite sur la gestion des congés payés en paye. Et donc, on va tout de suite vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire et participer. On a déjà eu du coup nos vainqueurs pour les 2 dernières formations sur la gestion des procédures et indemnités en cas de licenciement et sur la gestion de la maladie en paye. Donc, on a déjà fait gagner une session à chacune de ces formations. Et vous pouvez gagner à nouveau une formation voilà, dans le lien qui a été mis par Florine dans le chat sur la formation congé payé. Donc, n'hésitez pas à y aller. En cliquant sur le lien, vous allez arriver tout de suite sur le jeu concours et ensuite, en déroulant la page, vous avez le contenu de la formation. Mais là, au moins, tout de suite sur le haut de la page, vous avez la possibilité de participer au jeu concours. Ça nous permet d'attendre rapidement les quelques personnes qui vont nous rejoindre. Et pendant que vous vous inscrivez, déjà, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. On va se présenter rapidement. Je m'appelle Arthur, je suis cofondateur chez UnitRH et en charge du développement. Et vous avez avec moi aujourd'hui Charlotte et Marie, notre duo de présentatrices de nos webinaires et d'organisation de nos formations qui vont vous apprendre, j'espère, énormément de choses pendant l'heure qui va nous occuper ensemble. Chez UnitRH, si vous ne nous connaissez pas, on est prestataire de paye, donc on accompagne des structures dans la gestion de la paye, en externalisation ou en mise à disposition du logiciel de paye Silae pour les sociétés qui gèrent la paye de manière autonome. Et donc, on accompagne des gestionnaires de paye également avec nos cursus de formation sur des thématiques bien précises. Et donc ici, vous avez le 3e volet de nos formations thématiques sur la gestion des congés payés. Donc surtout, n'hésitez pas pendant le webinaire à poser toutes vos questions dans le chat. Charlotte et Marie ont prévu des questions de leur côté également, mais elles auront des créneaux pour répondre à toutes vos interrogations. De mon côté, je vous retrouve à la fin de ce webinaire. Je vous remercie à nouveau pour votre présence. N'hésitez pas à interagir vraiment dans le chat et dans les sondages pour qu'on puisse avoir le maximum de retours et améliorer nos webinaires. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok. Bonjour à tous. On avait un doute, on s'est dit, est-ce qu'on commence on commence pas. Ok, eh bien, on se retrouve une nouvelle fois, du coup, pour évoquer une nouvelle thématique, RH Paye, au cœur des événements, encore une fois, puisque on va parler des congés payés. Et puis, comme d'habitude, on a essayé de condenser un maximum d'informations sur 1 heure qu'on ne tiendra jamais. Attendez-vous un petit peu dépassé. Mais voilà, c'est trop dur de mettre des infos de côté et en même temps, il y a plein de choses à dire, donc on va essayer de faire au mieux. Voilà. En plus de ça, en ce moment, l'actualité a mis également les congés payés au centre de l'attention des collaborateurs, mais aussi des employeurs, avec notamment la question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail. Mais là-dessus, on garde le suspense pour vous rester jusqu'au bout, puisque Marie nous fera un résumé à la fin du webinaire des nouveautés et de ce qu'il faut savoir. Pour ce webinaire, on retrouvera encore une fois notre cher César, pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires. Bon, finalement, on lui invente une vie à chaque webinaire, ce César, où il travaille toujours chez RH Unit, finalement. Et cette année, il a bien bossé, mais par contre, il commence un petit peu à fatiguer, donc il a besoin de vacances. Et donc, on va voir comment seront indemnisés ces congés payés. Du coup, pour ça, on va vous proposer de revoir dans un premier temps les règles régissant l'acquisition et la pose des congés payés. On verra également la traduction en paye et comme vous l'a annoncé Charlotte, on terminera par le sujet brûlant des derniers mois qui est l'acquisition des congés payés pendant l'arrêt de travail. Et avant de démarrer, on fait la quête. Si le webinaire vous plaît, on compte sur vous pour nous attribuer 5 étoiles, pas 4.
5. Puisque vous savez, les retours sont hyper importants et parfois on a des très bons commentaires et quand même un 4 sur 5, bon, soyez sympa, si c'est vraiment très bien, mettez un 5. Et si c'est un peu moins bien, mettez un commentaire et mettez un peu ce que vous auriez aimé avoir davantage. Et ce qu'on peut améliorer. Voilà, ce qu'on peut améliorer. Après, sachez, c'est quand même un webinaire, ça dure qu'1 heure, donc on ne va pas non plus traiter l'intégralité des sujets. Mais voilà, sachez qu'on lit tous les commentaires. Donc on y va. On y va. Et donc, du coup, juste un petit avant-propos sur les caisses de congés payés. Donc, si vous êtes affilié à une caisse de congés payés, dans le webinaire comme dans notre formation, on ne peut pas aborder la spécificité de ces caisses de congés payés parce que le sujet en lui-même des congés payés est déjà très vaste. On va cependant vous proposer du coup un petit point puisque, vous le savez peut-être, dans certaines professions, il existe des caisses de congés payés. Donc, on vous a mis quelques exemples. La caisse CIBTP pour le bâtiment et les travaux publics, la caisse congés spectacle pour les spectacles, les caisses de compensation de congés payés pour la manutention des ports et des dockers et différentes caisses, mais toujours pour les intermittents des transports. Dans ces cas-là, ce n'est plus vous, employeur, qui allez payer les indemnités de congés payés, mais ces caisses. En contrepartie, l'employeur verse des cotisations. Faites bien attention, à défaut d'affiliation, l'employeur est passible d'une amende contraventionnelle de 5e classe. Dans tous les cas, il y a quand même une obligation de gestion de ces congés payés. Donc, pour l'exemple, nous partons du principe que l'entreprise RH Unit qui emploie César n'est pas affiliée à une caisse de congés payés. Ce sera notre histoire. Du coup, on va passer tout de suite au droit à congés payés et la première question qui est l'acquisition des congés payés. Donc, qui a le droit à ces congés payés? Il faut savoir que tout salarié effectuant une prestation de travail a droit à un congé payé à la charge de l'employeur. C'est prévu par le Code du travail. On ne va pas faire de distinction entre la nature du contrat de travail ou la durée qui est prévue dans le contrat de travail. De ce fait-là, un salarié en CDD, un salarié à temps partiel, un salarié en contrat d'apprentissage, peu importe, tout le monde acquiert des congés payés. Il n'existe pas non plus de conditions d'ancienneté. Dès le premier jour de travail, on lance le compteur et un salarié qui est donc en période d'essai va commencer à acquérir des congés payés. Dans ce cas-là, on vous a mis un petit schéma. La période d'essai, on vous rappelle rapidement l'objectif, c'est d'essayer le travail, autant pour l'employeur que pour le salarié. Quand la personne elle est en congé payé, le but de la période d'essai n'est pas rempli. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser d'autant de jours calendaires que de jours compris dans la période de congé pris, cette période d'essai. Donc, on vous a mis un petit schéma. Par exemple, là, César qui est rentré au 1er juillet 2023, on lui a fait démarrer, on lui a mis des congés payés au mois d'août. On lui a mis 3 jours de congé au mois d'août qu'on va venir ajouter, exactement. À la date de fin initiale de période exactement. Voilà. À savoir, très important, il est obligé pour l'employeur d'accorder les congés. Si vous ne suivez pas les règles relatives aux congés payés, vous vous exposez à une amende contraventionnelle de 5e classe appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Marie met beaucoup d'amendes aujourd'hui. Voilà. C'est bon. Dans tout, vous verrez, à chaque fois, ce sera une amende de 5e classe pour tout ce qui est relatif aux congés payés. Donc, dans notre exemple, César est arrivé le 1er juillet 2023 chez RH Unique. RH Unique applique les règles légales, conventionnelles, réglementaires sur les congés payés. Et donc, du coup, voilà, au 31 mai 2024, il aura donc déjà acquis des jours de congés payés. Et on vous propose de voir, du coup, le nombre de jours de congés payés acquis par César. Et je laisse, du coup, la parole à Charlotte. Ok, eh bien, au niveau de l'acquisition, légalement, donc le Code du travail prévoit qu'un collaborateur acquiert mensuellement 2,5 jours par mois entier travaillé. Ce droit à congé payé se calcule sur une période de référence qui lui est propre, au congé payé. On est en principe du 1er juin au 31 mai. Donc ça, c'est déjà une première particularité qu'il faut retenir puisqu'on en a besoin pour l'ensemble des notions qu'on va voir aujourd'hui. Bon, vous pourriez avoir une période décalée, mais c'est une exception. Oui. Ainsi, un salarié qui a travaillé du coup sur toute la période de référence, il a le droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an. Et ces 30 jours ouvrables, ça représente 5 semaines de 6 jours. Le cas général, c'est une semaine du coup qui est du lundi au samedi.
Mais je sais que vous allez me dire que vous ne travaillez jamais le samedi pour certains ou que vous travaillez 5 jours par semaine. Eh bien, effectivement, vous allez pouvoir passer sur une gestion des congés payés en jours ouvrés pour que ce soit plus cohérent avec l'activité. Et ainsi, vos collaborateurs, ils acquièrent non plus 30 jours ouvrables, mais 25 jours ouvrés par an, s'ils sont présents toute l'année, soit 2,083 jours par mois. Ces 25 jours, ça représente toujours 5 semaines, mais cette fois-ci, on est sur une semaine de 5 jours, en général, du lundi au vendredi. Il faut noter quand même que certaines conventions collectives imposent une gestion en jours ouvrés. Mais le Code du travail, lui, par principe, on est sur une gestion en jours ouvrables. Vous l'aurez compris, du coup, pas de jaloux entre les salariés en jours ouvrés ou en jours ouvrables. Au final, ils ont tous 5 semaines de congés payés. Pas de jaloux non plus entre les temps complets et les temps partiels. Ils acquièrent le même nombre de jours de congés payés s'ils sont présents toute l'année. Ouais. Le salarié à 50%, il acquérera également 2,5 jours ouvrables ou 0,83 jours ouvrés par mois, même si c'est un temps partiel. Et c'est sur la prise de congés payés cette fois-ci que ce sera spécifique. Mais on y reviendra juste après. On prendra des petits exemples justement de décompte des congés payés. Là, pour l'instant, on est sur l'acquisition. En parlant d'acquisition, au-delà des congés payés du coup qui sont prévus par le Code du travail, hein, les 30 jours ouvrés ou les 25 jours ouvrés ou les 30 jours ouvrables, 9h30 quand même. C'est le matin. Il y a d'autres congés qui peuvent s'ajouter. Alors, on a les congés de fractionnement. On a déjà eu des questions avant même de préparer le webinaire sur ces congés. On les aborde pendant la formation. Mais aujourd'hui, on a choisi de se focaliser sur un autre sujet. J'y reviens juste après. Donc, en dehors des congés de fractionnement, on peut retrouver aussi des congés d'ancienneté qui, eux, sont prévus par des conventions collectives. On peut aussi les prévoir en interne via des accords. Mais on a également les congés dits de parentalité. Le terme légal, c'est les congés supplémentaires pour enfants à charge, par simplicité, congés de parentalité. Ouais. Et c'est sur ces congés qu'on a choisi de faire un petit focus aujourd'hui, puisque c'est le moment de se poser la question. Les congés de fractionnement, ce sera plutôt en fin d'année. On est sur octobre-novembre, alors que les congés de parentalité, c'est maintenant. C'est en mai. Voilà. Donc, ce congé, il est bien trop souvent oublié par les sociétés, de moins en moins par les collaborateurs, par contre. Mais il existe bien, et il est d'ailleurs prévu par le Code du travail. Donc, c'est une obligation pour l'employeur. Il permet aux parents de jeunes enfants de bénéficier de congés supplémentaires. Alors, on vous l'accorde. Cette fois, c'est pas très équitable pour les collaborateurs qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, cette règle, elle porte souvent à débat en interne, surtout chez nous en gestionnaire de paye. Mais voilà, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce congé supplémentaire ? Eh bien, la première, c'est d'avoir un enfant en charge, c'est ça, comme son nom l'indique. Et par la notion d'enfant en charge, on entend un enfant qui vit dans le foyer du collaborateur. Que les parents ou les représentants légaux soient mariés ou non, célibataires ou non, qu'il y a un lien de parenté ou pas, donc même les beaux-parents peuvent en bénéficier. À partir du moment où l'enfant vit dans le foyer, on a cette notion d'enfant à charge pour cette règle. Et l'enfant, deuxième condition, il doit avoir moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Donc pour cette année, donc on est bien en 2024. Je vous dis, je fais un petit point sur la notion de 30 avril parce qu'on a du N et du N-1. Okay, donc là, pour l'âge de l'enfant, on regarde l'année N. Et si l'enfant est en situation de handicap, dans ce cas-là, aucune condition d'âge, il y a systématiquement des congés supplémentaires. Combien de jours supplémentaires pour ces petits chanceux ? Voilà. Eh bien, si le collaborateur, on parle homme ou femme, peu importe, a moins de 21 ans, au 30 avril N-1 cette fois-ci. Tout à l'heure, on parlait de 30 avril N pour l'âge des enfants. Là, pour l'âge du collaborateur, on est sur N-1. C'est dommage de faire simple. Et qu'il a des enfants en charge, eh bien, du coup, il aura le droit à 2 jours supplémentaires par enfant en charge. Attention, si le compteur de congé initial, si avant de calculer les droits à congés supplémentaires, vous étiez à 6 jours ouvrables ou moins, dans ce cas, le nombre de jours supplémentaires est réduit à 1 jour. Okay. Petite particularité. Ouais. Pour les collaborateurs de moins de 21 ans, le total des congés payés acquis, il pourra dépasser les 25 jours de CP ouvrés légaux ou les 30 jours de CP ouvrables, ce qui ne sera pas le cas des collaborateurs de plus de 21 ans. Justement, pour ces collaborateurs de 21 ans ou plus, au 30 avril N-1, donc 2023, ils bénéficient également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, mais cette fois-ci dans la limite des 25 jours ouvrés ou des 30 jours ouvrables. Donc, on ne peut pas dépasser un plafond, du coup, et, contrairement du coup aux salariés de moins de 21 ans.
Les collaborateurs qui seront concernés par principe sur cette mesure, ce sont ceux qui finalement sont entrés en cours d'année, voilà, ou ceux qui ont des absences, car ils n'ont pas acquis du coup leurs 30 CP ouvrables ou leurs 25 CP ouvrés. Alors vous allez me dire que pour ceux qui étaient en poste avant d'arriver chez vous, c'est tout bénef parce qu'ils ont déjà perçu les 6 CP de leur congé et potentiellement ils avaient une année pleine. On sait. Voilà, mais ne me lancez pas sur des sujets comme ça. Mais voilà, effectivement, c'est la règle et vous êtes censé l'appliquer. Donc, il faut faire très attention à cette mesure. On vous propose un exemple. On prend César, qui du coup est arrivé le 1er juillet 2023. La société RH Unit, elle est en jour ouvré et il n'y a pas eu de période d'absence. Donc, il a été présent toute l'année depuis le 1er juillet 2023. Du coup, il a acquis 2,083, on est en ouvré, on a dit, par mois, fois 11 mois, donc 22,91 jours au 31 mai 2024. On se positionne à la fin de la période. C'est à ce moment-là qu'on va regarder les jours supplémentaires. Comme on est à la fin de la période, on arrondit à l'entier supérieur, donc on arrondit à 23 jours de congé. César, il avait 28 ans au 30 avril et on a regardé son âge de l'année dernière, donc au 30 avril 2023. Du coup, au 30 avril 2024, il a 3 enfants âgés de 8 ans, 5 ans et 6 mois. Pas mal. Ouais, merci pour la démographie française. Merci à ta femme surtout, César. Et on vous propose un petit sondage. Combien selon vous, du coup, avec ces informations, donc 3 enfants et il a 28 ans, il a 23 jours acquis, a-t-il droit au titre des congés de parentalité? On lance le sondage, il y a 4 propositions, 29 jours, 27 jours, 26 jours et 25 jours. N'oubliez pas d'aller dans la partie sondage et pas dans le chat. Oui. Et sachez qu'on ne voit pas, c'est pas nominatif, donc vous pouvez vous tromper, c'est pas grave. Il y a pas de... On ne juge pas de toute façon. Voilà. On vous laisse un petit peu de temps. Bon, c'est bon, on dit, ça doit être rapide, à mon avis. On peut fermer du coup On peut fermer le sondage. On va regarder. Alors, hop. Et c'est super. Ok. Alors, la réponse, c'est 25 jours, puisque, en effet, il a 3 enfants. Donc, on pourrait se dire qu'il a le droit à 3 fois 2 jours, donc 6 jours de plus. Mais comme on est en jour ouvré et qu'il a plus de 21 ans, on ne peut pas dépasser, du coup, l'acquisition maximale, ici, qui est de 25 CP ouvrés. Donc, il gagnera quand même 2 jours supplémentaires, mais c'est plafonné en fonction du nombre maximal. Voilà. Ce qu'on n'aurait pas avec les moins de 21 ans. Moins de 21 ans. Je rends la parole à Marie. Ouais. Alors du coup, pour ce premier calcul, on avait imaginé que César, il avait été là tout le temps et qu'il avait acquis l'ensemble de ses congés payés, puisqu'on l'a évoqué précédemment, c'est 2,08 jours ouvrés par mois entier travaillé. Il faut noter que du coup, le droit à congés payés, il peut être proratisé en cas d'absence. Ça, c'est le principe, mais vous le savez, le droit aime les principes et les dérogations. Et dans le cadre de l'acquisition des congés payés, il faut savoir qu'il y a certaines absences qui vont être assimilées du coup à du temps de travail effectif. Nous, on va voir le principe et on vous a déjà mis sur le PowerPoint du coup les absences qui ne sont pas assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. Donc, il faut bien faire attention, voilà. Donc, ils vont diminuer le droit à congés payés. Parce qu'il faut vraiment avoir cette détermination pour l'acquisition des congés payés. Donc, voilà, je ne vais pas tous vous les citer, ils sont sur le PowerPoint, mais vous voyez qu'il y a, par exemple, les moments de grève, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant. À côté de ça, je vous le dis tout de suite parce que je vais passer très vite sur la diapo d'après, le support, il est disponible en téléchargement. Vous avez aussi, lorsqu'ils sont pris totalement, donc, c'est des congés qui peuvent être soit pris à temps partiel, soit pris de manière totale. Mais dès qu'ils sont pris de manière totale, ils sont exclus des temps effectifs. On y retrouve le congé de solidarité familiale, le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une jeune entreprise innovante ou encore le congé parental d'éducation. Donc, si on prend ces congés-là, on minore pas les congés payés. Si on les prend partiellement. Partiellement, voilà. Mais dès qu'ils sont pris totalement, dès que votre salarié n'est plus présent en raison de ces congés-là de manière totale, il n'aura pas d'acquisition de congés payés.
Dans tous les cas, il est important de vérifier aussi ce que prévoit votre convention collective, puisque vous le savez, les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables que le Code du travail. Donc là, pour l'illustration, on a dit que César était dans une entreprise qui appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, pardon. Et il faut savoir que cette convention, elle consacre un article complet aux périodes d'absence qui entrent dans le calcul de la durée des congés payés. Et vous le retrouvez du coup à l'article 5.5. Ce n'est pas la seule convention collective, puisqu'on peut retrouver ce type d'article dans celle, par exemple, de l'architecture, du sport, voilà. Donc, dans tous les cas, il faut bien vérifier ce que prévoit votre convention collective. On va passer maintenant au décompte des congés payés. Alors, on a une règle plutôt classique qui est que peu importe la méthode de décompte des jours de congés payés, en ouvrable, en ouvré, ça ne va pas avoir d'influence. Le premier jour d'absence correspond au jour où le salarié aurait dû venir travailler. Donc, dans le cas de César, il travaille du lundi au vendredi. Il souhaite poser 3 jours pour bénéficier d'un long week-end et il pose donc à compter du mercredi. On vous a mis le petit tableau. Si RH Unique décomptait les congés payés en jours ouvrables, on aurait bien un décompte à partir du mercredi jusqu'au samedi, quand bien même il ne travaille pas. Donc, il bénéficiera d'une indemnité de congés payés pour cette période d'absence qui va figurer sur son bulletin de paye. Restez bien présent puisqu'on va vous montrer juste après comment on va la calculer. Faites bien attention, en cas de décompte en jour ouvrable, et comme je vous l'ai dit, même si le samedi n'est pas travaillé, il doit être décompté dans la période de congés payés. Du coup, en plus de l'indemnité sur son bulletin de paye, son compteur de congés payés, s'il figure sur le bulletin de paye, il sera réduit de 4 jours ouvrables. Dans notre situation, on a dit que... Non, pardon. Autre situation, pour vous montrer le contraire. Si César avait voulu prendre 3 jours de congé à compter du vendredi soir, et donc ne pas travailler en début de semaine, on aurait eu un calcul différent, puisque du coup, l'absence aurait été décomptée à compter du lundi jusqu'au mercredi. Et dans cette hypothèse, seuls 3 jours de congé ouvrables lui auraient été déduits. Là, on est dans une situation où RH Unit décompte les congés payés en jours ouvrés. Donc, si on repart sur la volonté de César de partir en long week-end, s'il avait posé du mercredi au vendredi, sur son bulletin de paye, César aura son absence de 3 jours ouvrés du mercredi au vendredi et le montant de l'indemnité correspondante. Quant à son compteur, il sera réduit de 3 jours ouvrés uniquement. Là, on est sur un cas d'un salarié à temps plein, donc les calculs sont plutôt simples. On va voir maintenant les cas particuliers avec Charlotte. Un des cas particuliers. Un des cas particuliers. Les temps partiels, puisque vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que les temps partiels, ils acquièrent des congés payés comme des temps complets. Donc, il est interdit, et j'insiste, de proratiser les congés payés en fonction de la durée contractuelle du collaborateur. Que mon temps partiel soit à 20%, 50%, 80%, peu importe, il acquiert 2,083 ou 2,5 jours ouvrables s'il est présent tout le mois. Okay. Par contre, quand il va prendre des congés payés, eh bien, la règle, c'est la suivante. Le premier jour de congé payé est celui où le salarié aurait dû venir travailler et le décompte se poursuit jusqu'à son jour de retour effectif. Peu importe si pendant la période, donc entre le premier jour de congé et son jour de retour, il y avait des jours non travaillés qui sont liés à son temps partiel. Ces jours non travaillés, les JNT, ils seront donc décomptés également en CP. Donc ça, dans les yeux d'un temps partiel, parfois, ça peut porter à confusion, parce qu'ils vont vous dire je travaille pas, pourquoi on me décompte des congés payés ? Mais si tu en acquiers 25 et qu'on ne les décompte jamais sur tes jours non travaillés, tu vas avoir beaucoup de congés. Il faut expliquer aussi qu'il acquiert du coup comme un temps plein, donc il prend comme un temps plein. Donc on pourrait faire par facilité se dire moi je préfère mettre 50% d'acquisition pour un collaborateur à 50%, pour un collaborateur à 50%, mais c'est interdit par le Code du travail, donc vous ne pouvez pas faire ça. On prend un exemple. Un collaborateur qui travaille 2 jours par semaine. Il travaille tous les lundis et tous les jeudis. Il pose son lundi en congé payé. Donc, le premier jour de congé payé, ça commence donc le lundi. Il devait venir travailler, il ne vient pas puisqu'il est en congé payé. Mais comme il revient que le jeudi suivant, donc on vous a mis un petit tableau, eh bien on va décompter le mardi et le mercredi
en CP également, même si habituellement, il n'aurait pas travaillé sur ces journées. Et donc, finalement, il a 3 jours de congés payés décomptés, même si, en réalité, il a eu qu'une seule journée. Lors de la formation, on abordera forcément en plus en détail le cas des temps partiels. On abordera aussi le cas des plannings non fixes. C'est en général un gros sujet également. On peut pas tout voir aujourd'hui. Pour les temps partiels, on abordera l'effet d'aubaine qui peut avoir lieu justement parce que parfois quelques petits malins ont compris comment ça fonctionnait et ils peuvent poser stratégiquement certains jours en fonction de leur planning qui pourraient leur faire gagner des semaines des temps supplémentaires de congés payés par rapport à un temps complet. Sachez que c'est à l'employeur de garantir l'équité dans l'équipe. Et donc, à ce titre, il peut fixer des règles de prise de congés payés pour les temps partiels. L'objectif étant toujours de garantir 5 semaines de congés payés à l'ensemble des collaborateurs. Les règles ensuite peuvent être variées pour arriver justement à cet objectif. Par exemple, pour les temps partiels qui travaillent pas les mercredis, certains employeurs peuvent s'assurer que 5 mercredis soient posés en congés payés au cours de l'année de référence. Ou alors, il peut aussi exiger à l'employeur que les congés payés se prennent que sur des semaines complètes. Donc, ça peut être des règles comme ça. Le tout, c'est de justifier par le fait qu'on veut garantir l'équité dans l'équipe. Parce que c'est très important, il ne faut pas qu'un salarié à temps partiel ait plus de repos qu'un salarié à temps plein. On prend un autre cas particulier, c'est le cas des jours fériés. Alors avant de commencer, au niveau des jours fériés, est-ce qu'on décompte ou pas des congés payés dans cette période ? Eh bien, ça va dépendre de l'ouverture ou non de l'entreprise lors de cette journée. Si mon jour férié est habituellement chômé dans l'entreprise, donc si c'est pas travaillé, habituellement l'entreprise est fermée, alors dans ce cas, il est pas décompté en jour de congé payé. Je vais pas perdre un congé alors que d'habitude, je serais pas venu travailler. À noter quand même que le 1er mai, c'est le seul jour qui est obligatoirement chômé dans le cadre du travail, sauf dans certains établissements qui peuvent pas interrompre le travail, typiquement les hôpitaux par exemple. À l'inverse, si le jour férié, il est habituellement travaillé dans l'équipe, et bien dans ce cas, il sera décompté en jour de congé payé, puisque normalement, mon collaborateur aurait dû venir. Ça paraît plutôt logique. Et bien, vu qu'aujourd'hui, on aborde quelques sujets qui fâchent, en voici un nouveau. Les congés payés qui précèdent un samedi férié, alors c'est le cas général, ou un autre jour férié non ouvré, puisque on en revient toujours à notre principe d'équité, encore une fois, entre les congés payés en jour ouvrable et en jour ouvré, cette fois-ci. Et on va prendre un exemple pour cette règle, pour que ce soit plus parlant. Alors déjà, on va repérer un samedi férié. Le prochain, je vous le spoil, c'est le 1er novembre 2025. Donc, vous avez le temps d'ici là, vous pouvez digérer la nouvelle ou vous arranger pour voir comment vous allez gérer d'ici là. Mais en 2024, il n'y en a pas. Donc, rassurez-vous, cette année, pas de question à se poser là-dessus. Le prochain, donc c'est donc 1er novembre 2025. On considère que ce 1er novembre 2025, il est chômé. Donc, on ne le travaille pas. Si la gestion des congés payés dans la société, elle se fait en jour ouvrable et qu'un salarié pose la semaine complète qui précède du coup le 1er novembre, eh bien on va lui compter 5 jours de congés payés du lundi au vendredi, puisque le samedi étant férié et chômé, dans ce cas, on lui décompte pas de CP. Okay, donc ça, c'est pour mes jours ouvrables, on leur retire 5 jours, car le samedi, il est férié. Mes jours ouvrés, dans la même situation, il pose la semaine qui précède le 1er novembre, on lui décomptera aussi 5 jours de congés, puisque habituellement, il travaille du lundi au vendredi. Donc lui, le samedi, il est férié, mais comme c'est déjà son jour habituel de repos, du coup, il n'est pas décompté en congé payé. Donc là, on peut considérer que la gestion en jour ouvrable, elle est plus favorable qu'en jour ouvré. Et donc, on doit rétablir l'équité. Dans ce cas-là, 2 possibilités. Soit vous créditez un jour de CP supplémentaire pour compenser la journée du samedi. Et là, on parle que pour les gestions en jour ouvré. Si vous êtes en jour ouvrable, cette règle ne vous concerne pas. Donc, soit vous vous dites, je lui ai retiré 5 jours ouvrés, mais du coup, je lui recrédite un jour sur son compteur N-1. Ou alors, vous décomptez 4 jours et pas 5, encore une fois, pour rétablir l'équité entre les deux. Petite astuce pour éviter de devoir gérer cette particularité. Vous pouvez je vous rappelle, vous êtes employeur et à ce titre, vous pouvez refuser des congés payés. Donc, refusez-les la veille d'un samedi férié. Et évidemment, si vous avez des jours de repos type RTT, RCR ou autres repos en place dans la société, incitez plutôt vos collaborateurs à poser ce type de repos la veille d'un samedi férié. Au moins, personne ne se pose la question. Ouais. Et puis, on est tranquille. On va peut-être faire une petite pause, question. Allez. On va regarder.
Hop. Alors moi, je suis très loin. Je vois pas grand-chose. Et moi, je sors du cadre, du coup. Alors, bonjour, quel droit à... Alors, c'est une question de Christelle. Bonjour, quel droit à congé ouvré pour une année pour un salarié travaillant 4 jours et demi par semaine à temps plein? Bah, du coup, Pareil. Il a le droit à 2,83 € par mois s'il est présent. Peu importe sa durée de travail. Alors, congé d'ancienneté ou congé père, mère, fille acquis dans le cadre d'un usage dans l'entreprise, peut-on prévoir que ces congés n'ont pas été pris? Alors, une question assez longue ici. C'est la question de Sylvie. Est-ce qu'on peut prévoir que les congés soient perdus au 31 mai s'ils n'ont pas été pris? Alors, le Code du travail ne prévoit pas de report des congés payés par défaut. C'est à vous de considérer si vous voulez faire le report ou pas de ces congés payés. Attention, il y a des cas forcément de report obligatoire, notamment si le salarié revient d'une période d'arrêt ou de congé maternité, ou qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir prendre ses congés payés. En fait, c'est ça. À cette règle-là. Voilà, c'est la règle. Et d'ailleurs, on vient sur ce point juste après. C'est le rôle de l'employeur dans les congés payés. Vous devez permettre à vos collaborateurs de prendre leurs congés payés. S'ils n'ont pas pu les prendre, on reporte les congés. Voilà. S'ils ont pu les prendre, qu'ils les ont pas pris, vous pourriez supprimer des congés payés. Une dernière question avant de continuer. Alors, qu'en est-il des congés payés l'acquisition des congés payés en mi-temps thérapeutique? C'est le même système que ce qu'on a dit plus haut pour les temps partiels. Votre salarié en mi-temps thérapeutique, comme son nom l'indique, ça va aller. Le temps partiel thérapeutique, c'est un temps partiel. D'accord ? Donc vous allez gérer les congés comme les temps partiels qu'on a vus tout à l'heure, donc il acquiert le même nombre qu'un temps complet. Par contre, quand il prend des jours, eh bien, on les décompte jusqu'à ces jours de retour effectif. Voilà, après, il y a des temps partiels thérapeutiques. Là, on parle d'un mi-temps qui travaille parfois que les matins ou que l'après-midi. Bon, là, les questions ne se posent pas, ils sont là tous les jours. Mais s'il travaille que 2 jours et demi semaine, s'il prend une semaine, on lui décomptera 5 jours. Ouais. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Ouais, tu vas en prendre une dernière peut-être le salarié qui ne prend pas une semaine complète, je ne sais pas si... Alors, quid du salarié temps partiel qui ne prend pas une semaine complète? Tout à l'heure, l'exemple, le salarié ne prenait pas une semaine complète, il prenait que le lundi. Vous comptez, comme on l'a dit tout à l'heure, du premier jour auquel le salarié aurait dû venir travailler et qu'il est en congé, ça c'est votre jour de départ, jusqu'à ce qu'il revienne. Ça peut être... en milieu de semaine ou en fin de semaine ou en fin de semaine d'après, peu importe, vous décomptez jusqu'à son jour de retour et vous incluez dedans les jours non travaillés. Ok. Alors, je suis désolée. Alors, déjà, merci pour toutes vos questions. On ne va pas pouvoir répondre à tout. On sélectionnera à chaque fois. Mais... C'est un sujet où il y aura énormément de questions et on le sait, parce qu'en plus, vous avez certainement dû rencontrer plein de sujets différents et on sait que c'est un sujet très tendu avec les collaborateurs, des congés payés. Mais voilà, c'est un webinaire d'1 heure, donc on essaye de s'y tenir. Hop. Du coup, on va continuer avec le rôle de l'employeur, qui est, dans un premier temps, de fixer la période de congé et l'ordre des départs. Donc, la période de congé payé, très souvent, elle est fixée par accord. Ça peut être un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à des fois un accord de branche. En l'absence d'accord, c'est à vous, employeur, qu'il revient de définir cette période après avis du CSE s'il existe. Dans tous les cas, votre période, elle doit comprendre une période, je dis beaucoup de fois période là, du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Une fois que vous avez défini cette période, il faut la porter à la connaissance de vos salariés. Et dans ces cas-là, cette information doit se faire dans un délai de 2 mois avant l'ouverture de la période. Donc là, si la période d'ouverture s'ouvre le 1er mai, vous avez dû procéder à l'information avant le 1er mars. Et du coup, à défaut d'être prévu par l'accord, l'ordre des départs sera fixé par l'employeur et il va tenir compte de certains critères qu'on va vous donner. Ça peut être du coup l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa situation de famille, de sa situation professionnelle en cas d'employeurs multiples
ou même si vous avez des collaborateurs qui sont en couple au sein de votre entreprise. Voilà. La liste, elle n'est pas limitative et vous avez d'autres critères qui peuvent être également prévus par votre accord collectif. Dans tous les cas, si le salarié formule sa demande de congé payé, il n'est pas l'unique décisionnaire. En principe, il n'est pas possible pour un salarié de fixer lui-même ses congés et de s'absenter sans l'accord de son employeur. Cela peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cependant, si vous êtes défaillant en tant qu'employeur, ça va peut-être atténuer la faute du salarié. On a déjà des jurisprudences qui nous ont montré que un employeur qui ne formule pas expressément son refus au salarié qui a fait sa demande et qui est parti en congé payé sans retour de la part de son employeur peut être une circonstance atténuante de la faute, voire une exonération de la faute du salarié. Donc, bien faire attention. Et pour cela, n'hésitez pas à formaliser les demandes de congés payés et leurs réponses en passant soit par une procédure interne de demande et d'acceptation par écrit, soit via votre SIRH. Du coup, une fois que vous avez fixé l'ordre, il vous appartient désormais de le communiquer individuellement à chaque salarié. Cette communication, elle est faite par tout moyen et on va vous poser un petit sondage très rapide pour avoir votre avis. À combien de temps avant le départ en congé du collaborateur cette information doit-elle intervenir? 4 propositions, 15 jours, 1 mois, 2 mois ou quand L'employeur en a envie. L'employeur en a envie, exactement. On va ouvrir le sondage tout de suite. On devrait faire ça plus souvent. À la tête. Ce sera assez rapide. Alors, je ne sais pas si on peut... Hop. Je vous avoue que je n'ai pas le nombre de réponses, mais peut-être... On peut stopper là, je pense que ça va vite. Hein. Ouais. Alors, du coup, oui, vous êtes en majorité à avoir donné la bonne réponse. C'est bien 1 mois. Hop. Donc, la communication, elle doit bien se faire 1 mois avant la date de départ prévue. Donc, c'est une communication qui se fait de manière individuelle. Chaque salarié doit être prévenu de ses dates de congé. Les dates qui sont fixées au moment où vous faites cette communication, il faut savoir que vous pouvez les modifier. Et cette modification, elle doit se faire selon des conditions qui vont être prévues par l'accord collectif. Si votre accord ne dit rien, il faut savoir que dans tous les cas, vous avez un délai de prévenance d'1 mois avant la date initialement prévue pour le départ. Faites bien attention, pour vérifier que le délai d'1 mois a bien été respecté, en cas de contentieux, les juges vont regarder non pas la date à laquelle vous avez envoyé votre information, mais la date à laquelle le salarié a reçu le courrier d'information. Donc, il faut bien faire attention. Ou information ou l'info de départ, oui. Peut-être dans un SIRH. Quoi. Exactement. Et puis à noter que en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai d'1 mois va pouvoir être raccourci. On vous a mis dans le support un tableau récapitulant certaines situations. C'est quelques illustrations. Voilà. Par exemple, donc sur le départ prématuré sans autorisation, on a vu que ça pouvait être un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire un licenciement pour faute. Pareil pour le retour tardif. A contrario, un départ après modification de la date par l'employeur qui n'a pas respecté toutes les règles et les délais qui entouraient cette modification, là, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, pour vous, on vous rouvre très rapidement un autre sondage. Est-ce que pour vous, un collaborateur peut se faire payer en tout ou partie de ses congés pendant l'exécution de son contrat s'il ne prend pas ses congés? On va ouvrir, donc le sondage est ouvert, on vous laisse répondre et peut-être qu'en attendant, je continue puisque je vais arriver dans la réponse dans le fil. Hop. On n'a pas de réponse du coup. On la verra au moment okay. Où j'y arriverai. Très bien. Donc du coup, en tant qu'employeur, après avoir fixé l'ordre, vous devez vous assurer de la prise des congés payés.
L'organisation de ces congés payés, ça relève de votre pouvoir de direction. Vous devez donc veiller à ce que votre salarié prenne ses congés. Le droit au repos, c'est un droit qui s'apprécie sur une période annuelle et le salarié doit prendre ses congés chaque année. Comme on vous l'a dit tout à l'heure au moment des questions-réponses, légalement, on n'a aucun report qui est prévu par le Code du travail, sauf dans certaines situations. C'est vraiment ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Faites attention également, un accord collectif peut prévoir le report et on sait qu'en cas d'annualisation du temps de travail, le report, lui, il sera obligatoire. Ça peut aussi relever d'un usage d'entreprise. Si vous avez l'habitude de pratiquer le report au sein de votre entreprise, c'est devenu un usage. Dans tous les cas, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de bénéficier de ces congés payés, puisque vous avez l'obligation de lui donner. Si on a une obligation côté employeur, il faut savoir que le salarié, lui, il a aussi une obligation, qui est de prendre ses congés payés. Et du coup, on a la réponse à notre question, puisque, hop, et vous avez été en majorité bon sur la question. Je ne sais pas si cette phrase est très française. Mais... Donc voilà, en aucun cas, un salarié ne peut demander une indemnisation s'il ne prend pas ses congés payés. Hop. On n'est pas sur le bon chapeau. Voilà. Ensuite, il faut bien faire attention, quand votre salarié il est en congé payé, son contrat de travail il est suspendu. Donc, il ne doit pas effectuer sa prestation de travail. Et si vous le laissez travailler ou si vous lui donnez du travail à faire pendant ses congés payés, eh ben, vous êtes considéré comme n'ayant pas donné le congé. Un dernier point qui est celui du respect de la législation en vigueur, puisque pendant longtemps, les salariés qui entraient en poste attendaient la clôture de la période d'acquisition pour poser leur congé payé. Depuis 2016, il est possible pour un collaborateur de ne plus attendre l'ouverture de période de prise de congé payé et donc de prendre immédiatement ses congés payés. C'est une disposition d'ordre public, donc il est impossible d'y déroger. On ne va pas se mentir, la solution la plus simple, c'est de prendre les congés qui ont été acquis. Donc, le salarié attend 2-3 mois avant de poser des congés payés. Mais dans la pratique, on sait qu'il arrive quand même assez régulièrement que des salariés fassent des demandes de congés pour des congés qu'ils n'ont pas encore acquis. On dit que c'est des congés par anticipation. Ça peut poser des difficultés quand le contrat de travail est rompu et que le collaborateur a pris plus de congés que ce qu'il a réellement acquis. Dans cette hypothèse, le salarié devra rembourser le trop perçu à l'employeur, sauf en cas de faute lourde de l'employeur. Du coup, afin d'encadrer la pratique, vous pouvez mettre en place un écrit qui peut permettre aux parties d'être claires sur les conséquences en cas de rupture du contrat de travail et du fait d'avoir pris des congés avant de les avoir acquis. Maintenant qu'on a vu ces petites règles... Donc, on a vu les acquisitions, en partie. On a vu la prise, les obligations de l'employeur. Ben maintenant, il faut chiffrer tout ça, à un moment donné. On préparait vos petites calculatrices. On attaque les petits exercices. Alors, le traitement en paye des congés payés. Alors, pour l'instant, on va regarder la valorisation. Donc, combien doivent être payés les congés payés? C'est très répétitif. On va beaucoup se répéter, je pense. Je reviendrai sur la valorisation de l'absence juste après, puisque voilà, dans l'ordre, c'est plus logique qu'on fasse comme ça. Donc, la valorisation, un congé payé doit être indemnisé de la façon la plus favorable pour le salarié, entre deux règles, celle du maintien de salaire et la règle dite du dixième. Cette comparaison, c'est une obligation pour l'employeur. Vous ne pouvez pas échapper à la règle du dixième. On a déjà repris pas mal de dossiers sur lesquels la règle du dixième n'a pas été appliquée par méconnaissance, mais attention, c'est une obligation légale et en plus, c'est souvent la plus favorable. Donc, cette comparaison, soit vous la faites à chaque prise de congé, ce qu'on vous conseille de faire, ce qui devrait être fait en principe, mais c'est quand même admis de pouvoir faire cette comparaison une seule fois. Alors, ça peut être quand le salarié a épuisé l'intégralité de ses congés, donc quand son compteur est à 0 sur une période donnée, ou là, à la clôture des congés payés, donc en principe au 31 mai. On attaque avec la méthode du dixième, du coup, qui est assez complexe à
aborder, oui, on va dire ça comme ça. La règle du 10e, son grand principe, c'est de ne pas défavoriser financièrement un salarié parce qu'il part en congé payé. Du coup, on va intégrer les éléments variables qui sont liés à l'activité dans l'indemnité congé payé. Cette règle, elle est hyper parlante pour les collaborateurs qui ont une part de rémunération variable qui est importante. Notamment les commerciaux, c'est eux qui, en général, vont être les grands spécialistes de cette règle. Puisqu'un commercial, quand il perçoit des commissions régulières assises sur le chiffre d'affaires qu'il produit ou sur un nombre de ventes, par exemple, qu'il a réalisé sur le mois, eh bien, quand il part en congé, on peut considérer qu'il est lésé. Il n'a pas l'occasion de faire travailler son variable. Imaginez qu'il prenne 3 semaines consécutives en juillet, par exemple. Et ben, pendant ces 3 semaines de congé, il n'assure pas de vente. Donc, il sera pas rémunéré. Enfin, il aura une rémunération beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. L'objectif de cette règle du 10e, c'est donc de garantir un maintien de rémunération habituel en cas de départ en congé payé. Plus vous aurez de variables qui rentrent dans le cadre du 10e, plus vous aurez des indemnités congés payés qui seront élevées. Pour déterminer cette rémunération habituelle, eh bien, on va constituer par période de référence congé, ça c'est important, donc N-1, N-2 si il vous en reste, ou N, donc de juin à mai en principe, une enveloppe qu'on appellera brut congé de référence. Donc cette enveloppe, elle est annuelle pour l'instant. Pour déterminer ce brut congé de la période de référence, on se posera 2 questions face à un élément variable de paye. La première, c'est est-ce que la présence et l'effort de mon collaborateur vont impacter ces éléments variables de paye? Est-ce que quand il part en congé payé, ce variable diminue ou est supprimé? Ça, c'est hyper important de se poser la question, puisque s'il diminue ou est supprimé, ça veut dire que quand il part en congé, il est défavorisé. Donc, on viendra le rentrer dans l'enveloppe brut congé payé. Et deuxième question à vous poser derrière, c'est est-ce que cet élément de paye, il est bien individuel, puisque tous les éléments collectifs, on les sort de cette règle. Donc, en principe, si vous répondez à ces 2 questions à la positive, eh bien, vous intégrerez l'élément variable de paye dans le brut congé payé, sauf petite subtilité, il y en a toujours. Ce qu'on vous a préparé, du coup, c'est un petit tableau avec une liste non exhaustive, puisque faut vraiment analyser chacun des éléments pour être sûr que ça rentre ou pas dedans. Parfois, les intitulés peuvent porter à confusion, donc il faut comprendre comment c'est calculé. Mais voilà, les éléments à inclure, le grand principe, c'est justement déjà les éléments à caractère personnel et qui sont liés à l'effort du collaborateur, à sa présence. Donc, le salaire de base, par exemple, alors je vous les lis pas tous, mais c'est dans le tableau que vous aurez pour vous, des majorations d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, d'heures de dimanche, etc. Les avantages en nature, et là, pareil, on reprend cette notion de est-ce que je suis désavantagé quand je pars en congé? Les avantages en nature, donc le montant des avantages, on le rentrera dans le brut congé payé, donc on fera gonfler le salaire de référence, que si il est retiré pendant mes congés payés. Si j'ai un véhicule, je suis commercial toute l'année, mais que quand je pars en congé, j'ai pas le droit de le prendre avec moi, du coup, j'ai perdu un avantage. Donc, je fais gonfler le montant de mon 10e avec le montant de l'avantage nature. À l'inverse, si j'ai la voiture quand je pars en congé, je suis pas défavorisée. Donc, dans ce cas, on viendra pas prendre le montant. Et puis, les primes, si du coup, elles résultent de l'effort du collaborateur, donc de son résultat, de ses performances. Parmi ces quelques primes, on peut retrouver des primes de rendement, des primes d'objectifs personnels, des primes d'assiduité, si pareil, elles sont minorées pendant les congés payés, des primes d'astreinte, voilà, des primes de suggestion si elles sont habituelles, si c'est un travail de froid, par exemple, vous travaillez dans le froid, vous avez des primes de suggestion pour ce risque, et bien ça, on viendra les faire rentrer dans notre brut de référence congé. À l'inverse, ce qu'on va exclure, c'est tout l'inverse. Tout ce qui est collectif, les primes de vacances, par exemple, que vous travaillez ou pas, que vous soyez que vous fassiez des efforts ou pas, finalement, vous l'aurez, cette prime vacances. Et puis, de toute façon, elle est collective. Dans tous les cas, on la sort de ce dispositif. Les 13e mois, s'ils sont versés en une seule fois, tout ce qui est prime exceptionnelle, puisqu'on ne peut pas décrire les critères d'attribution, ni comment ça a été calculé, et puis tout ce qui est prime de participation, d'intéressement, et à l'inverse de tout à l'heure, les avantages nature, s'ils se poursuivent pendant les congés payés. Une fois qu'on a déterminé ce qui rentre ou pas dans les éléments variables, on va se poser la question aussi des absences. Alors, au sein du webinaire, on va prendre des exemples simples avec des salariés qui sont toujours présents,
Et bon, pendant la formation, on aborde ce genre de cas. Donc, le grand principe pour l'arrêt du 10e, eh bien, on va rétablir les absences qui sont assimilées, encore une fois, à du travail effectif pour le calcul des CP. Et parmi elles, les congés maternité, paternité, accident de travail, maladie pro, rappel sous les drapeaux, qui n'est pas non plus hyper récurrent. Pour l'instant, en tout cas. Les temps de repos, et puis désormais, la maladie non professionnelle. Mais là-dessus, on laissera Marie revenir sur le sujet juste après. Et puis, comme d'habitude, la convention collective, elle peut prévoir des dispositions plus favorables que ce que prévoit le Code du travail. Donc, dans ce cas-là, dans ce type d'absence, on rétablit le montant des absences, donc elle n'impacte pas le salaire du collaborateur. On reprend l'exemple de César. On y va. On imagine que, du coup, on est au 1er juin, donc on est à la clôture de l'année 2023-2024 de congés payés. Il est rentré le 1er juillet 2023. Donc, il a acquis des congés payés de juillet 2023 à mai 2024, qui sont passés en N-1, puisqu'on est en train de clôturer. Okay. Donc, l'année de référence congés payés, elle est incomplète, puisqu'il n'était pas là de juin à mai. Il est là de juillet à mai. Peu importe, l'année passe quand même en N-1. Il a un salaire de base de 3 000 €. Et les éléments variables de paye qu'il a perçus, on vous a listé au mois le mois. Donc, il y a différents éléments de paye. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de déterminer le brut de référence congé. Donc, vous prenez le salaire de base et vous ajoutez ou pas, en fonction de l'année qui vient de s'écouler, certains éléments de paye. Et on vous laisse 2-3 minutes quand même, parce qu'il faut lire le support. En attendant, on va lire les questions. Oui, et du coup, on peut ouvrir le sondage. Okay. Alors. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Non, mais ça, c'est la règle du trop perçu. Répétition de l'indu. Ça, on va le voir. On n'inclut pas le 13e mois. Ok. Ok. Bon. On va fermer le sondage. Ouais. Et puis on va voir ensemble si on avait le même résultat. Est-ce qu'on répond après? Ouais, on répondra après. On a lu quelques questions entre-temps, on y répond juste après. Alors, sur le sondage... Alors... Ah ok, bon, déjà la grande majorité, 57%. Ouais. Ah, c'est sympa, vous êtes nombreux à participer. A répondu 35 500. Alors, pourquoi on arrive à ce résultat? Bon, déjà, il a travaillé 11 mois. Et donc, 11 mois fois son salaire de base, puisqu'on a dit qu'il n'était pas absent. Donc, 11 fois 3 000 €. Et à ça, on ira ajouter, parmi les éléments variables qui étaient listés, les astreintes, les heures supplémentaires et les primes sur objectifs qui sont individuelles. Okay. Ce qu'il ne fallait pas prendre en compte, c'est la prime de vacances, parce qu'elle est collective. C'est la prime 13e mois annuelle. Attention, il y a une petite notion avec les primes 13e mois. Si elles sont mensuelles, vous les prenez en compte dans le 10e. Si, une fois que c'est un élément annuel, c'est pareil pour des commissions annuelles, par exemple, vous devez les exclure. Voilà. Je n'ai pas encore compris pourquoi sur le caractère d'annuel. Mais voilà, du coup, la prime 13e mois ici est annuelle et en plus c'est collectif. Peut-être donc parce on qu'elle fait monter en une seule fois. Peut-être, je ne sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Parce que du coup, on les perd pas. Bon, bref. Ouais. On débattra plus tard. La prime exceptionnelle, bon, là, pour le coup, on se pose zéro question dès que vous voyez prime exceptionnelle, ou surtout, on a parfois des sociétés qui mettent que la notion de prime.
Ça, on déconseille totalement puisque prime égale prime exceptionnelle, hein. Il faut vraiment qualifier, donner des noms à vos primes pour justement, plus c'est précis, plus on arrive à expliquer si oui ou non ça rentre dans l'arrêt du 10e. Et puis la prime sur objectif collectif, on ne l'a pas pris non plus, puisque c'est du collectif. Et enfin, la prime de participation, on ne l'a pas pris non plus. Là, pour le coup, c'est pas du tout lié aux collaborateurs. En plus, c'est collectif. Donc, on l'exclut de l'arrêt du 10e. Donc, on est arrivé à un brut de référence congé N-1 de 35 500. Maintenant qu'on a ce brut de référence congé, eh bien, on va prendre 10%. C'est là d'où vient le nom de l'arrêt, du 10e. Ça veut dire que l'ensemble des congés payés acquis par César en 2023-2024, donc sur N-1, auront une valeur de 35 500 divisé par 10, donc fois 10%, 3 550 € pour la règle du 10e. Reste à définir, maintenant, c'est la valeur journalière d'un congé payé, puisqu'il va poser des jours de congé payé. Donc, c'est bien d'avoir l'enveloppe, mais maintenant, il faut savoir combien ça coûte au jour le jour. Et pour ce faire, eh bien, du coup, il ne restera plus qu'à prendre ce montant, donc les 3 550, qu'on divise par le nombre de CP acquis. Et avec ça, on obtiendra du coup la valeur journalière d'un congé payé au titre du 10e. Pour finir avec César sur cet exemple, après on prendra des questions, eh bien, il est présent depuis juillet. On considère que Unité RH, je me suis trompée. RH Unit gère les CP en jours ouvrés. Donc, il a acquis 2,083 fois 11 mois, puisqu'il n'est pas là toute l'année. Donc, 22,91, qu'on arrondit à 23, puisqu'on est à la clôture de congé. Pareil, ça, vous pouvez pas y échapper. On arrondit toujours à l'entier supérieur, pas au demi-entier, pas à l'entier inférieur. On fait pas les pinces. On donne le plus élevé. Là, ça tombe bien, 22,9, ça va, c'est pas mal le cas. Et donc, pour déterminer la valeur du 10e d'un jour de CP pour César, eh bien, on fera les 35 500 fois 10%, donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure, divisé par 23 CP acquis. Et donc, un jour de CP pris par César au titre du 10e aura la valeur de 154,35 €. Attention, il faudra bien penser quand vous faites l'arrêt du 10e à dissocier chaque période de congé, puisque votre salaire de référence, il est différent en fonction des périodes de congé, N-2, N-1 ou N. Et donc, pour appliquer l'arrêt du 10e, il faut bien fonctionner par période. À noter du coup que certaines sociétés, peut-être vous pratiquiez le 10e sur des congés anticipés, donc sur l'année N. Nous, on vous déconseille totalement de faire cette méthode parce que la valeur du 10e sur une année N, elle va varier jusqu'à la clôture de l'année de référence. Donc, si votre collaborateur prend des congés en juillet, il n'y a eu que 2 mois de paye pour déterminer la valeur d'un congé anticipé, ça sera peut-être pas la valeur qu'il y aura à la fin de la période. Donc, vous allez avoir à gérer des régularisations soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'attendre que l'année CP soit clôturée. Comme ça, votre valeur 10e, elle est fixe. Une fois que vous l'avez déterminée, un congé vaut autant au 10e. Néanmoins, du coup, notre valorisation, on l'a vu tout à l'heure, on doit comparer 2 méthodes. Là, on a fait la méthode du 10e. Il nous reste la méthode du maintien de salaire qu'il va falloir comparer, puisqu'il faudra prendre la plus favorable. Et donc, on y arrive. Est-ce que tu veux prendre des questions maintenant ? On peut. Allez. On fait une petite pause, on prend des petites questions, puisque pendant le sondage, on a regardé. Alors, il y a pas mal de questions déjà sur est-ce que on peut aller déduire des congés payés, tu sais, qui étaient pris en trop, que si l'accord le prévoit. Oui. Donc, tu fais attention à ça. Ah oui, alors, une question de Sandrine F, du coup, est-ce qu'on prend que les congés acquis et pas des congés supplémentaires de parentalité, par exemple, quand on fait la division? Donc là, on a fait diviser par 23, vous prenez que les congés légaux. Ouais. Cette règle du 10e, quand on la calcule, en tout cas, on prend que les congés légaux. Par contre, votre congé de parentalité, il sera quand même indemnisé avec la valeur ici, pour César. Tout à l'heure, en plus, on avait vu qu'il avait des enfants. Donc, il aura 2 jours de parentalité. Ces 2 jours de parentalité, ils seront quand même payés 154. Mais ici, on divise par 25, du coup, il est lésé, puisqu'on est en train de prendre un salaire de référence qu'on divise par un nombre de CP qui, finalement, sont plus élevés que ce qu'il a acquis réellement. Donc, on divise par le nombre de CP acquis légaux. Et ensuite, la valeur journalière, vous pouvez la remultiplier par 25 jours de CP acquis si on vient y inclure d'autres congés payés. Alors, du coup, je pense qu'on a répondu à la question. Ouais, ça, on a répondu sur le 13e mois, ok. 13e mois. Et combien de temps les salariés
pour prendre leur congé de parentalité? Ah, ça pose des questions quand même sur le congé de parentalité. Et s'annule-t-il s'ils sont non pris? Eh bien, ça respecte les mêmes règles que la règle des prises de congés payés. Si vous avez laissé l'occasion aux collaborateurs de prendre leur congé payé et que vous avez acté qu'à la fin de la période, il n'y avait pas de report des congés payés, ils sont perdus, au même titre des congés payés. C'est vraiment la même façon de gérer les congés légaux et les congés de parentalité. Et on va prendre, parce que je vois leur tourner, Ouais. la dernière question, Cynthia. Est-ce que la règle du samedi férié s'applique si le salarié posait uniquement son vendredi, par exemple? On devrait lui recréditer un CP supplémentaire si on est en jour ouvré, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Bon, on a lu vite, mais pour Cynthia, du coup, oui, c'est bien ça. Si... Peu importe qu'il ait posé 3 jours ou une seule journée avant le jour férié du samedi, la règle s'appliquera. Ouais. Ok, on continue. Effectivement, on va bien déborder. Hein, donc, désolé, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Restez avec nous encore un petit peu. On essaye de faire vite. La méthode du maintien, beaucoup plus simple cette fois-ci, puisque le grand principe, c'est que ça consiste à maintenir le salaire, donc à garantir le salaire du collaborateur. Donc, en gros, l'indemnité congé payé, elle va correspondre au montant de l'absence congé payé du bulletin. Donc, en fait, c'est une opération nulle sur le bulletin. Okay. Du coup, si ça correspond au montant de l'absence, comment on valorise une absence CP? Et là, on arrive sur un autre sujet à débat, donc restez encore un petit peu là-dessus, puisque je pense que vous ne connaissez pas cette règle, mais voilà, on va vous donner notre avis dessus. On va du coup se poser la question de comment on valorise une absence congé payé. Et c'est donc là qu'on va retomber dans les travers de la paye, puisqu'on a différentes méthodes de valorisation des absences. On vous a mis un petit tableau avec les méthodes possibles pour les congés payés, sachant que, comme toujours, la méthode au réel, c'est celle qui est la seule validée par les juges. Mais vous voyez, on a mis des petits cœurs brisés. Nous, on a un petit cœur brisé pour la méthode au réel avec les congés payés, parce que on a mis des petits commentaires. Voilà, ça nécessite d'avoir des plannings, et puis du coup, ça fait varier aussi le montant de l'indemnité congé payé d'un mois à l'autre, donc de l'absence congé payé d'un mois à l'autre. Donc voilà, c'est pas toujours compréhensible des collaborateurs. Nous, on retient principalement la méthode, et c'est celle que retiennent la plupart des entreprises. On ne fait pas différent des autres, et des éditeurs surtout. C'est la méthode en jour ouvré ou ouvrable moyen. Donc là, tout dépend si vous êtes en ouvré ou ouvrable. Mais c'est du coup de définir le salaire de référence qu'on divisera soit par 21,67. 21,67, c'est le nombre de jours ouvrés moyens dans un mois. Soit par 26 si vous êtes en ouvrable. Pareil, c'est le nombre de jours ouvrés moyens dans un mois. Et que vous multipliez par le nombre de jours d'absence CP qui ont été pris. Ça, c'est pour faire court. Mais cette notion de salaire, donc je vous dis, on prend le salaire, on divise soit par 21,67, soit par 26. La notion de salaire, elle est particulière. Puisque pour valoriser une absence congé payé, on devrait retenir le salaire brut de la période qui précède le congé. Donc en fait, c'est le salaire brut de M-1. On divisera ensuite par 21,67 ou par 26. Sachant que dans ce salaire brut, on va inclure ou exclure les mêmes éléments que ceux qu'on a retenus, vous savez, pour l'arrêt du 10e, ce qui est propre aux collaborateurs, qui n'est pas collectif, etc., etc. Ainsi, César, si on prend son exemple, qui a pris des congés, admettons, du 17 juin au 23 juin, et donc la société est en jour ouvré, eh bien, on va regarder son salaire brut CP M-1, donc le salaire de mai. Et puis, tout à l'heure, on avait le tableau. En mai, il a perçu une prime sur objectif individuel de 800 €. Plus son salaire de base, ça veut dire qu'on a un brut congé payé, M-1, de 3 800 €. Sur ces 3 800, eh bien, on va faire diviser par 21,67 puisqu'on est en jour ouvré. Donc, la valeur d'une journée d'absence CP, elle est de 175,36 €. Le maintien de salaire sera du même montant, donc ça n'a pas vraiment d'importance, que ce soit 175 ou 2 €, au final, ça fait une opération nulle. Mais pour le 10e, c'est très important. Pourquoi? Puisque du coup, on a vu qu'une absence CP pour César, ça valait 154,35 € avec l'arrêt du 10e. Il prend du coup 5 jours en juin, donc ces 5 jours, sur le bulletin, ce sera valorisé avec 5 fois 175,36, donc on va retirer 876,80 € du bulletin, puisque ça reste une absence, les congés payés. Mais on les indemnise. Au 10e, on va faire 5 fois 154,35, et ça, c'est la valeur qu'on a trouvée juste avant, la valeur d'un CP au 10e N-1 qui elle est fixe, ça bougera jamais. Mais on compare par rapport à la méthode de maintien, puisque au 10e, du coup, on arrive à un montant d'indemnité de 771,75 €, qui est plus faible que le montant de l'absence. Donc là, le salarié perdrait de l'argent si on faisait cette méthode du 10e. Donc comme le maintien, cette fois-ci, est plus avantageux, eh bien, on va venir appliquer l'arrêt du maintien. Okay.
Donc l'indemnité CP au maintien, elle est plus avantageuse. Et je vais continuer sur juillet pour vous montrer à quel point la paye peut être injuste si on applique cette méthode de salaire M-1. C'est qu'en juillet, eh bien, ils posent toujours 5 congés pour avoir le même nombre. Du 15 au 21 juillet. Son salaire brut de CP M-1, c'est donc celui de juin. Et puis en juin, c'est une activité assez calme. Il n'a pas eu de variable, donc c'est que son salaire de base. Eh bien, un jour d'absence CP, ça va valoir 3 000 € divisé par 21,67, car on est toujours en jour ouvré. Donc là, une absence CP vaut 138,44 €. Il y a toujours 5 jours. Donc, du coup, l'absence CP sur son bulletin de juillet, c'est 5 fois 138,44 €. Donc, on va lui retirer 692,20 € sur son bulletin. L'indemnité au dixième, c'est toujours 5 fois 154. Le dixième ne bouge pas, donc plus 771,75 €. Et là, vous voyez que en juillet, le dixième, il est plus avantageux qu'en juin, puisque ça lui fait même gagner 75,55 € au collaborateur pendant ses congés payés. Les risques d'avoir une valorisation justement sur ce CP M-1, alors je parle de risque, mais attention, c'est la loi, en principe. Vous pouvez faire comme ça. Les contraintes, on va plutôt parler de contraintes de cette méthode, c'est que vous allez avoir une valeur d'absence qui va varier d'un mois à l'autre. Donc déjà, à expliquer au collaborateur, c'est assez difficile. Allez expliquer déjà l'arrêt du dixième, et si en plus, il faut la valoriser d'un mois sur l'autre, c'est compliqué. Et donc, s'il comprend un peu le fonctionnement, vous allez avoir beaucoup de demandes de congés après un mois calme d'activité. Voilà, alors si sur juillet-août, par exemple, c'est un mois où l'activité est calme, autant vous dire qu'en août, vous allez avoir full demande de congés payés, puisque ça succédera à un mois de juillet où il y a eu peu de variables, donc du coup, le dixième va être explosif. Donc voilà, en fait, ce que les logiciels font et ce que les éditeurs font de manière générale, c'est que les congés payés, on les calcule sur un salaire qui et sur le salaire fixe finalement du collaborateur pour que le montant du dixième soit toujours le même en fonction d'un mois sur l'autre. Pour nos clients qui nous écoutent, petit aparté, on revient vers vous prochainement. On a déjà préparé un petit mailing là-dessus pour vous rappeler un peu cette règle et rediscuter de ce point avant l'ouverture de la nouvelle période de congé. Voilà, c'était un petit message pour vous. Et pour terminer, on prendra du coup le plus favorable, et après je vous laisse tranquille avec les calculs, puisque on a vu qu'on regardait le plus favorable entre le dixième et le maintien. Dans la majorité des cas, je spoil, c'est le dixième qui est le plus avantageux, puisque les cas courants où le maintien de salaire est le plus avantageux, ça va être une augmentation de salaire en cours d'année. Mon maintien de salaire il va être calculé sur un salaire plus élevé que d'habitude. Et si j'ai eu des absences qui sont venues minorer mon dixième. Et donc, à ce propos, je vous ai dit, on a volontairement mis de côté ce sujet, mais pendant les formations, on fait des exercices avec des périodes d'absence. À noter pour les passages temps complet, temps partiel, ça peut être parfois injuste ou parfois très avantageux. La méthode du dixième, elle sera toujours plus favorable si pendant la période de référence, le salarié est passé d'un temps complet à un temps partiel, et inversement, du coup, la méthode du maintien, elle sera plus favorable si on est passé d'un temps partiel à un temps complet. Petit aparté sur les ICCP. Oui. Indemnité compensatrice de congé payé. On va essayer d'aller très vite. Donc, il faut savoir que cette indemnité compensatrice de congé payé, elle est due lorsque le contrat de travail est rompu. On vous le rappelle encore une fois, il est interdit, même si l'employeur et le salarié sont d'accord, de remplacer la prise de congé payé par le paiement d'une indemnité. De plus, il existe un principe selon lequel, sur un bulletin de paye, on ne peut pas avoir une indemnité de congé payé pour une période déterminée et en même temps un salaire correspondant à la même période. La seule hypothèse dans laquelle on peut avoir le paiement d'une indemnité, c'est lorsque le salarié est empêché par l'employeur de prendre ses congés payés. C'est le seul et unique cas. À noter que peu importe la rupture du contrat de travail, démission, rupture conventionnelle, licenciement, peu importe le degré de la faute, l'indemnité compensatrice de congé payé est due. À noter que du coup, si vous avez une rupture de période d'essai, elle est également due. Et on rappelle très rapidement son but, puisque le but de cette indemnité, c'est de payer au salarié les congés payés qu'il a acquis et qu'il n'a pas eu le temps de prendre. Pour le calcul de l'indemnité, voilà, ça va être très simple.
pour la valorisation des congés payés. Même principe que précédemment, on compare dixième vs maintien de salaire pour chaque période de référence à laquelle se rattachent du coup les congés payés qui restent à solder. Et cette ICCP, on l'appelle comme ça pour que ce soit plus court, elle a le caractère de salaire, donc du coup elle est soumise intégralement à cotisation sociale, à impôts, et aussi elle peut être saisissable si vous avez des retenues, des saisies sur rémunération. Parfois, lors des soldes de compte, vous avez des collaborateurs qui vont dire bah non, vous n'avez pas le droit de prélever sur les congés payés. Si, c'est du salaire, donc vous pouvez, la saisie va être augmentée en cas de départ. Et donc voilà, il est temps pour moi de rendre la parole à Marie, puisqu'on va faire les actualités du coup des CP pendant la maladie. Et puis après, on vous laisse tranquille. Alors du coup, au moment de la rédaction, c'est important de le préciser vu l'actualité, il était prévu dans le Code du travail que l'absence en raison d'une maladie non professionnelle ou d'un accident de travail de droit commun n'était pas assimilée à du temps de travail effectif servant au calcul des droits à congés payés. Pour ce qui est de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, on avait une acquisition qui était limitée à une période d'1 année. Tout d'abord, il fallait savoir que ces règles, la règle en tout cas pour la maladie non professionnelle, elle pouvait être atténuée de 2 manières, avec la règle d'équivalence qui neutralise une absence de 4 semaines sur une même année. Dans l'hypothèse où vous avez un salarié qui est absent au maximum 4 semaines sur une année, ça n'a aucune influence sur son compteur de congés payés, puisque les calculs, il aura acquis 30 jours parce qu'en fait, on travaille un tout petit peu plus dans les faits que vraiment pour que l'équivalent des 30 jours par semaine. Enfin, voilà. Bon, on a compris. Exactement. Si vous avez moins de 4 semaines d'absence, vous avez quand même 30 jours. 30 jours, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Par ailleurs, vous aviez aussi certaines conventions collectives qui assimilaient déjà l'absence maladie comme du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. Ça, c'était le droit français. Du côté européen, on a une règle qui prévoit que le salarié a droit à au moins 4 semaines de congés payés pour une période de référence complète. Le droit européen ne distingue pas le salarié qui est effectivement en poste du salarié qui est absent pour maladie. Pour lui, congés payés et arrêt maladie n'ont pas la même finalité. Et donc, du coup, le salarié qui est en arrêt maladie ne peut pas être privé de son acquisition de congés payés. Ils sont sympas, les Européens. Ils sont hyper sympas. Tout a changé le 13 septembre dernier. Donc, à chaque fois qu'on en parle, on parle du 13 septembre 2023. Séisme, panique chez les employeurs. On a énormément de noms qui ont été donnés à cet événement, mais c'est assez marquant puisque, du coup, à l'occasion de plusieurs arrêts, la Cour de cassation s'est conformée au droit européen et a écarté les règles nationales qui étaient, du coup, contraires à ce droit européen. On s'y attendait, mais on s'y attendait pas si tôt. Donc, la haute juridiction, pour se conformer au droit européen, a décidé qu'un salarié en arrêt de travail continue d'acquérir des congés payés. Elle a du coup levé le cadenas de la limite des 1 an pour l'acquisition des congés payés en accident de travail et en maladie professionnelle. Et dans la dernière affaire, dans une des affaires, il a été établi que la prescription du droit à congé ne commençait à courir qu'à compter du moment où l'employeur a mis son salarié en mesure de l'exercer. La grande question qui s'est posée, du coup, c'était comment on allait faire pour appliquer, qu'est-ce qui allait se passer pour l'employeur qui appliquait une règle du Code du travail en dépit d'une autre dont il n'avait pas connaissance. Donc, très vite, le gouvernement a réagi face à ces décisions. En plus de ça, on avait quand même des organisations patronales et des employeurs de manière générale qui ont eu très peur parce que cette règle, elle a des conséquences financières importantes. Il y a même eu du coup une pétition qui a été lancée par une organisation patronale, ce à quoi la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a répondu en promettant une réponse au premier trimestre 2024. On y est presque. Et donc du coup, c'est ce mois-ci qu'on a enfin eu la réponse puisqu'on a eu une proposition d'amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit européen. Et la fin du suspense. Si vous suivez les newsletters, on en a beaucoup parlé. Il y a eu plusieurs navettes.
Maintenant, c'est fini. L'amendement qui a été voté, adopté par l'ensemble des assemblées, il prévoit bien de modifier le Code du travail en intégrant l'acquisition des congés payés en maladie. Les principaux apports, c'est que du coup, un salarié en arrêt de travail non professionnel, accident de droit commun, aura bien droit à 2 jours de congé par mois. Un salarié en arrêt de travail pour AT-MP, il aura 2,5 jours de congé par an, sans limite. Comme je vous l'ai dit, on a enlevé le cadenas des 1 an. Un salarié qui n'a pas pu poser ses congés au cours de la période de référence en raison d'un arrêt de travail bénéficiera d'un report de 15 mois. Là, on avait du coup, c'est un petit parallélisme avec le congé maternité où on doit faire le report. Là, maintenant, pour l'arrêt de travail, il faudra faire un report également. Le point de départ de ce délai de 15 mois, ce sera le moment où l'employeur a donné l'information au salarié de ses droits à congé acquis. Au départ, le délai qui avait été laissé à l'employeur pour informer son salarié des jours disponibles et de la date de fin d'utilisation de ces jours, il était de 10 jours. Après un passage en commission mixte paritaire, il a été allongé à 1 mois et on vient dire que cette information, elle peut se faire par l'intermédiaire du bulletin de paye. Sur les délais pour agir, puisque ça, c'est aussi le nœud de l'actualité, on va distinguer si le salarié est en poste ou non. Et donc, pour un salarié toujours en poste, la possibilité de réclamer ses congés payés, elle pourra se faire dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Pour un salarié qui a quitté l'entreprise, la possibilité de réclamer ses congés payés, elle est possible si le contrat de travail a été rompu dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Voilà. Alors, pour les employeurs, c'est un petit soulagement, puisqu'on se demandait vraiment si un salarié qui était parti il y a 15 ans allait pouvoir redemander le paiement de ses congés. C'est limité à 3 ans. Ça reste un budget, mais voilà. Alors, on est quand même sur la réclamation du salarié. Vous n'êtes pas contraint en tant qu'employeur d'aller régulariser automatiquement le paiement des congés payés pour ceux qui sont partis. Voilà, il faut qu'il y ait... Espérons qu'ils ne le sachent pas, quoi. Voilà. Et donc, la petite info en exclu. Oui, oui. Il n'y a plus d'exclus maintenant, je pense. Il n'y a plus d'exclus, mais bon, la loi a été publiée ce matin au journal officiel. Donc, du coup, c'est bon, c'est fait. C'est fait. On maintenant, l'attendait. on attend la mise en pratique. Exactement. Surtout, puisque si communiquez avec vos éditeurs en général, ils commencent seulement à bosser sur ces sujets. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des compteurs à part sur les congés payés, sur les bulletins de paye, avec justement les congés acquis pendant la maladie, puisque vous avez vu qu'on acquiert non pas 0,83 ni 2,5, mais 2. Non, mais parce que du coup, on vient limiter aux 4 semaines de droit européen. Mais du coup, ça veut dire que les 2 en jour ouvré, ils sont aussi minorisés. Voilà. C'est un calcul différent. Donc, voilà, je pense qu'on aura certainement des compteurs à part. Et puis, pour le 10e également, on attend aussi la mise en pratique, mais on prendrait jusqu'à 80% du montant de l'absence. On viendrait rétablir au titre du 10e. Donc voilà, il y a encore pas mal de questions de mise en pratique qu'on va se poser. Et j'imagine on aura peut-être des petites questions-réponses de la part du gouvernement, à mon avis, sur ce genre on l'espère en tout cas. On espère. Parce qu'à chaque fois, si c'est beau en pratique sur le papier, la mise en pratique par les logiciels et du coup par les techniciens de paye, c'est quand même plus... Exactement. Comment on prendra les historiques également. Voilà. Est-ce que le logiciel sera capable de calculer un 10e pour quelqu'un qui est parti? Voilà, il y a pas mal de choses qu'on attend encore sur ces fonctionnalités. Voilà, donc pour nos clients qui nous écoutent aussi là-dessus, on attend des retours, nous, de notre AITILAE, donc de nos éditeurs, pour vraiment vous dire comment on va procéder et ce qu'on vous conseille de faire et à quelle date. Voilà. Voilà, donc on va terminer sur ce sujet. On va redonner la parole à... On redonne la parole à Arthur qui va faire du coup le tirage au sort du gagnant du concours. Et puis on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pensez à donner un petit avis, positif si possible. Et puis on se retrouve prochainement pour... alors déjà la dernière fois on avait annoncé ça, mais on a changé d'avis avec l'actualité. Le prochain point c'est vraiment sur le contrôle de paye cette fois-ci. Et ce sera pas en mai,
y a trop de jours fériés, vous avez trop de jours fériés, trop de congés, laissez-nous nous reposer un petit peu. Ce sera en juin. On n'a pas encore la date puisqu'on aura peut-être un petit invité. On attend de voir si ça se fait ou pas. Mais voilà, une prochaine session de webinaire en juin sur le contrôle des congés payés. On communiquera à ce moment-là. N'oubliez pas aussi qu'on a la formation. Encore une fois, on a eu un délai très court. Ouais. Qu'on a largement dépassé. Mais voilà, il y a plein de subtilités dans ces sujets qui seront vus en formation. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Charlotte, merci pour cette présentation de ce webinaire. Évidemment, il n'est pas encore terminé. On va pouvoir faire le tirage au sort ensemble du gagnant de la formation offerte. Donc, je sais, voilà, il y a eu énormément de questions pendant ce webinaire, encore plus même que pendant les derniers. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur tous ces sujets. Juste pour vous rappeler que on a créé une formation pour répondre à toutes ces thématiques et on y a évidemment intégré toutes les nouveautés liées à l'acquisition des CP pendant la maladie. Le seul moyen d'y participer, c'est très simple, c'est de remplir le formulaire sur notre site internet, sur le lien qu'on vous a partagé. C'est le même lien que pour vous inscrire au jeu concours. Vous avez en dessous le lien d'inscription à la formation. Pour l'instant, on a des dates en septembre, mais on va rajouter d'autres dates ultérieurement pour vous convenir à toutes et à tous. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Je fais tout de suite le tirage au sort du gagnant de cette formation. Vous avez été nombreux à participer, donc merci beaucoup pour votre intérêt sur ce sujet. Et donc, tout de suite, je vous annonce que la vainqueur de notre jeu concours pour gagner une formation est Maude, alors Fresky ou Freshy, de la société Écosystème. Donc, bravo Maude, merci beaucoup pour votre participation. Je vous contacte par mail et par téléphone si vous avez laissé votre numéro dans la journée pour qu'on puisse valider le créneau ensemble. Et puis, une dernière fois, voilà, pour confirmer ce qu'ont dit Charlotte et Marie, la date de la prochaine formation est normalement prévue le 11 juin à 10h. On va valider ça ensemble lorsque notre potentiel invité aura confirmé sa présence. Voilà, mais merci à toutes et à tous. Si vous avez la moindre question sur toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous contacter. Le meilleur moyen d'être informé de ces sujets, d'être en contact avec nous, c'est de suivre notre newsletter qui est animée entre autres par Marie 2 fois par semaine, tous les lundis et tous les vendredis. Donc on a mis le lien là dans le chat, mais vous pouvez également le retrouver sur le support du webinaire. C'est vraiment notre moyen de communication numéro 1 et vous pouvez garder contact avec nous dessus. Et enfin, étant donné que notre métier premier avec la formation, c'est évidemment la gestion de la paye. Si vous voulez que Charlotte et toutes nos équipes puissent vous accompagner sur la gestion de vos payes, n'hésitez pas à en faire la demande, soit directement par mail, soit de nous appeler pour qu'on puisse en parler ensemble, que ce soit en externalisation ou en mise à disposition de logiciels. Sachez qu'on fait un audit systématique de tous les dossiers qu'on démarre et donc on sera ravis de travailler avec vous et d'apporter toute l'expertise sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Vous étiez très nombreux, encore plus que les fois précédentes. On espère vous retrouver le 11 juin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.